Explique, voilà pourquoi je me retrouve aux Pays-Bas, dont la moitié des habitants vit en zone inondable. Et à mon avis, ils ont pas mal de choses à partager sur le sujet. Le niveau des mers s'est élevé de 20 cm durant le XXe siècle. Comment montée des eaux et réchauffement climatique sont-ils liés? Thomas Van Ham se rend dans une usine à vagues aux Pays-Bas. On y étudie l'érosion des terres. La Belgique est parfois frappée par des inondations. Comment surveille-t-on le niveau de nos cours d'eau? Et dans le défi de Nathan, il ne sera pas question de monter des eaux, mais bien de faire monter un sachet de thé dans les airs. Bonsoir à vous, et pour commencer, je vous propose de nous intéresser à la force de l'eau, sa force destructrice, car vous le savez, chaque année, des dizaines de kilomètres de côtes disparaissent à cause notamment des vagues et du phénomène de l'érosion. Et pour étudier justement ce phénomène destructeur, eh bien, il existe ici, à Delft, aux Pays-Bas, une usine à vagues. Mais de quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça nous permet de savoir? Eh bien, je vous propose de découvrir ça sur place. On y va. Ah, le plaisir zen de se promener sur la plage pour regarder les vagues. Ça nous ferait presque oublier que celles-ci ont aussi un pouvoir dévastateur. Aux Pays-Bas, un pays particulièrement vulnérable à la montée des eaux, on a réussi à recréer les vagues en usine pour mieux s'en protéger. Hello Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour, bienvenue à Delta Flume. Merci, vous êtes ingénieur ici et vous reproduisez des vagues dans cette installation? Oui, nous générons des vagues ici, au bout de ce canal artificiel. Puis nous construisons une digue à l'autre bout. Et nous générons des vagues de toutes sortes, des vagues de tempêtes, de tsunamis. Ensuite, nous testons si la digue construite est assez résistante. Dans cette usine, on peut reproduire des vagues jusqu'à 4,5 mètres de haut et les faire déferler à une fréquence et une amplitude réglables. Et ce pour tester les matériaux qui résisteront le mieux aux gifles de la mer. Bon Marcel, ici nous sommes en haut de la digue que vous construisez pour le test et la vague va arriver de ce côté. Oui, c'est le côté mer. Donc à partir de ce côté, les vagues avancent et se brisent sur la digue. Puis elles passent au-dessus de la digue et vont vers l'autre côté du canal, le côté terre. Et l'érosion peut se passer de chaque côté de la digue, et même au sommet. Donc la digue doit être résistante sur toutes ses faces. Les équipes reconstruisent régulièrement différentes structures à tester. Murs en béton, dunes de sable et de cailloux, digues en pierre. Un travail de titan auquel Thomas a bien dû se soumettre aussi. Je suis pas sûr que ce sera vraiment résistant avec mon travail. Pas sûr du tout. Hein. Pas sûr, non? Allez, on prend le risque. Vous prenez le risque? Ok. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour gagner sa croûte, je vous raconte pas. Hein. Je construis des digues en Hollande. Bon Thomas, maintenant que tu t'es un peu échauffé, et si on te faisait transporter des cailloux? Car oui, l'usine stocke des matériaux qui proviennent du monde entier, afin de s'approcher le plus possible des conditions réelles lors de ces tests. Ciment, argile ou pierre naturelle. Donc Marcel, ici nous avons des matériaux que vous avez testés, c'est ça? Oui, donc en haut de la digue, nous avons une protection. Et dans ce test, c'était des pierres naturelles. Et les espaces entre les pierres avaient été remplis avec du ciment. Puis sous cette couche de pierre, nous avions de petits cailloux. Alors, si un espace se crée entre les grosses pierres et le ciment, alors les petits cailloux dessous peuvent passer et l'érosion de la digue commence. L'érosion est un phénomène naturel qui façonne notre planète par l'action du vent ou de l'eau. Le vent, par exemple, peut attaquer une colline et enlever progressivement la terre qui s'y trouve. L'eau, elle, contient des petites particules ou des pierres qui poncent lentement les rochers. Et puis les courants des mers et des océans déplacent le sable des plages. Peut-on dire que le changement climatique accélère l'érosion? C'est important de voir si les digues que nous testons sont assez résistantes dans les conditions d'aujourd'hui, mais aussi dans les conditions futures. Donc nous en tenons compte lors de nos tests. Nous voulons que les digues résistent à des vagues plus hautes qu'elles ne le sont aujourd'hui, dans des conditions plus compliquées. Avec le réchauffement climatique, à mesure que l'eau monte le long de leurs côtes, les Pays-Bas sont préparés à subir des assauts de plus en plus grands. Cette lutte incessante est heureusement organisée au niveau national. Aux Pays-Bas, nous avons ce que nous appelons le bureau de l'eau. C'est une équipe du gouvernement responsable de nous garder au sec.
Et nous avons des lois qui concernent l'eau qui spécifient que la sécurité des digues doit être vérifiée tous les 12 ans. Donc, tous les 12 ans, nous vérifions toutes nos digues et le bureau de l'eau s'assure constamment que nous sommes en sécurité par rapport à l'eau. Et pour garder les pieds au sec, les Hollandais ne manquent pas de ressources. En plus de digues et de dunes, ils se protègent de l'eau avec des barrages, des barrières et des polders. L'idée des polders, c'est d'assécher certains terrains situés sous le niveau de la mer qui seraient inondés si on ne pompait pas l'eau régulièrement. Le polder, c'est un terrain situé sous le niveau de la mer, qui est normalement recouvert d'eau, mais que nous gardons sec. Et si nous le gardons sec, c'est parce que nous pompons l'eau qui le recouvre et nous la rejetons dans des canaux qui partent vers la mer ou vers une rivière. Autrefois, c'était à l'aide de moulins, remplacés aujourd'hui par des pompes mécaniques. Cette technique ancestrale fait gagner au pays 15% de son territoire. Mais découvrons une autre technique bien récente cette fois, qui permet aussi de gagner du terrain. J'ai rejoint Christophe sur la plage de La Haye, ici en Hollande, pour découvrir un projet pilote. C'est une alternative aux digues qu'on a toujours utilisées pour lutter contre l'érosion, contre les marées. Ce projet, ça s'appelle la machine à sable. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un rechargement de sable, c'est-à-dire qu'on a apporté des sables pour pouvoir protéger la côte. En l'occurrence, il s'agit d'un volume extrêmement important, 20 millions de mètres cubes qui ont été apportés sur cette plage pour pouvoir nourrir et protéger la côte. Alors, l'idée, c'est qu'on va jouer avec la nature. Tout à fait. On va jouer avec la nature, avec le vent, avec les courants marins, pour pouvoir transporter ce sable et pour pouvoir venir protéger à la fois la dune, mais aussi les zones plus au nord, vers La Haye, et plus au sud, vers Rotterdam. Avec le moteur de sable, la mer devient une alliée dans le renforcement des côtes. Au départ, on dépose le sable sous forme de crochet, avec à l'intérieur un lac. Grâce au courant et au vent, le sable graduellement se répand le long de la côte. D'ici 2020, le sable ajouté sera totalement réincorporé à la plage. Les dunes et la plage se seront alors étendues de 35 hectares. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas contrer la nature, on va travailler avec elle. Tout à fait. Travailler avec la nature pour pouvoir justement s'associer à elle dans la protection de la zone côtière. Alors il y a le côté écologique, ça c'est essentiel, mais c'est pas tout. Il y a aussi un aspect touristique, un aspect social. Tout à fait. Un tel projet est extrêmement attractif. Et donc, il y a par exemple les surfeurs ou kitesurfers qui viennent et qui sont ici très souvent, qui apprécient cet environnement du fait du vent et de peu de vagues qui peuvent se trouver sur un étang ici situé au milieu du moteur de sable. Un projet qui tient compte des problématiques sociétales, environnementales et économiques et qui utilise les éléments naturels plutôt que de lutter contre. Pas de doute, on devrait bientôt inonder le monde avec ce genre d'idées. On vient de le voir avec Marcel, ce qui accélère notamment l'érosion, c'est le réchauffement climatique. On en parle beaucoup du réchauffement climatique, mais de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, voici une explication toute simple. Pour comprendre le réchauffement climatique, il faut d'abord savoir comment fonctionne l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel, indispensable pour la vie sur Terre. Sans lui, il ferait moins 18 degrés à la surface du globe. Le principe est simple, les rayons du soleil atteignent la Terre. Une partie retourne à l'expéditeur, mais grâce aux gaz à effet de serre, une partie des rayons est retenue et réchauffe notre planète, où il fait 15 degrés en moyenne. Mais alors, l'effet de serre, c'est pas si mauvais que ça. Suite à l'industrialisation depuis le 19e siècle, la concentration des gaz à effet de serre a fortement augmenté. Et c'est ça qui cause donc le réchauffement climatique. Résultat, la température du globe va augmenter de 1,5 degré à 4,5 degrés d'ici 2100. Quoi, vous trouvez que c'est pas beaucoup ? Eh bien, détrompez-vous. Les conséquences, il y en a plein. D'abord, il va pleuvoir de plus en plus dans l'hémisphère nord et les sécheresses seront plus fréquentes au sud. L'eau des océans va être de plus en plus acide et comme le climat change, les insectes qui véhiculent les maladies se déplacent. On retrouve par exemple dans le sud de la France des moustiques tigres. Ce sont eux qui transportent le chikungunya. Et puis il y a la montée des eaux. Mais quel est le lien avec le réchauffement climatique ? Il y a deux éléments importants. D'abord la dilatation, donc suite à la chaleur de l'océan prend un volume plus important. Deuxième élément important, donc c'est la fonte des calottes glaciaires sur Terre.
Le niveau des eaux s'est élevé de 20 cm durant le XXe siècle et il pourrait encore grimper de 20 à 70 cm d'ici 2100. Mais peut-on lutter contre le réchauffement climatique ? Il faut évidemment réduire les gaz à effet de serre par l'économisation d'énergie et aussi par utiliser l'énergie renouvelable. Et comme les énergies fossiles sont en grande partie responsables du réchauffement climatique, il faut essayer de les remplacer. Et si, plutôt que de lutter contre l'eau, on en faisait un partenaire? C'est l'idée de Koen, il est architecte, il est néerlandais et je vous le présenterai tout à l'heure en fin d'émission. Son job, c'est de construire sur l'eau. Quel est l'intérêt, me direz-vous? Eh bien avec ça, il risque bien de changer notre monde. D'ailleurs, le Times ne s'y est pas trompé et l'a désigné 122e personne la plus influente au monde. Une belle rencontre, donc je vous propose tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, une émission où on se jette à l'eau ce soir. Alors à tout de suite.